Le sexe se définit universellement par le type de gamètes produit par un individu. Ces gamètes vont créer, à la suite de la fécondation, la première cellule d'un être vivant sexué qui, à maturité, va produire l'un ou l'autre des deux types de gamètes. Le sexe est donc binaire. Cette réalité est contestée par un mouvement anti-binaire qui affirme faussement qu'il y a plus de deux sexes et que le sexe se situe sur un continuum. Une extrapolation de ce dernier concept stipule que les catégories mâles et femelles seraient arbitraires et seraient une construction sociale. Ces dernières notions, présentes dans nos programmes scolaires, ne correspondent à aucune réalité scientifique. Dans cette vidéo, les questions suivantes seront abordées. Comment le concept de construction sociale a-t-il été associé au sexe? Pourquoi le sexe binaire n'est-il pas une construction sociale? Pourquoi la définition du sexe utilisée dans nos écoles est-elle fausse? Quels seraient les éléments à considérer pour l'enseignement d'une définition objective du sexe? On peut dire que les mots sont des constructions sociales puisque ce sont les humains qui les ont créés. Ainsi, on a créé des mots pour identifier des inventions humaines, par exemple une chaise. Mais les mots peuvent aussi référer à des réalités indépendantes des sociétés humaines. Ainsi, que les humains y associent un mot ou non, la Terre est un objet réel qui était là avant que notre espèce existe et qui sera là après notre disparition. En ce sens, le mot « Terre » n'est pas une construction sociale. Il en va de même pour le mot « sexe », dans le sens de « sexe binaire », par exemple, qui est une réalité observable depuis plus d'1 milliard d'années et qui existera bien après l'extinction de notre espèce. Pourtant, le mouvement anti-binaire prétend que les catégories sexuelles mâles et femelles seraient des constructions sociales. La philosophe Judith Butler est la source la plus souvent citée relativement à cette affirmation. Ces deux catégories, créées par des humains, ne correspondraient à aucune réalité biologique définie et seraient, en ce sens, des constructions sociales. Les raisons sous-jacentes à cette prise de position anti-binaire n'ont aucun fondement scientifique, mais proviennent d'une volonté de déconstruction de la binarité sexuelle pour des raisons sociales et politiques. Cette rhétorique pseudo-scientifique des activistes anti-binaires est utilisée pour remettre en question l'identifiant sexe dans nos sociétés. Une mise en situation permet d'illustrer les conséquences d'interpréter le sexe en tant que construction sociale. Lors de l'identification du sexe d'un nouveau-né, les professionnels de la santé s'appuieraient sur des lignes directrices construites par la société et par les hôpitaux. Ces lignes directrices imposeraient l'attribution d'une étiquette mâle ou femelle sur chaque nouveau-né. Or, ces directives seraient silencieuses dans le cas d'enfants nés avec des caractéristiques dites intersexuelles ou avec des traits qui ne correspondent pas à un mâle ou à une femelle typique. Ainsi, les catégories hommes et femmes seraient arbitraires, puisqu'il n'y aurait aucun trait biologique fiable qui permettrait de trancher les questions liées aux lignes de démarcation entre les catégories mâles et femelles. En ce sens, ces catégories seraient des constructions sociales créées par des humains. Devant ce manque d'objectivité des catégories hommes et femmes, nos professionnels de la santé en seraient réduits à décider eux-mêmes du sexe à attribuer au nouveau-né, et ils le feraient ultimement sur la base de leur connaissance sociale du genre. C'est ce que Judith Butler suggère lorsqu'elle affirme que, et je cite, « Peut-être que cette construction appelée sexe est aussi culturellement construite que le genre. En fait, peut-être qu'elle a toujours été un genre, avec pour conséquence que la distinction entre le sexe et le genre s'avère ne pas être une distinction du tout. » Fausto Sterling va dans le même sens en disant que
Qualifier quelqu'un d'homme ou de femme est une décision sociale. Nous pouvons utiliser des connaissances scientifiques pour nous aider à prendre cette décision, mais seules nos croyances sur le genre, et non la science, peuvent définir notre sexe. Si, selon cette logique, la binarité sexuelle est une construction sociale, alors l'identification du sexe d'un nouveau-né à l'une ou l'autre des catégories sexuelles serait tout aussi arbitraire. D'où l'expression « sexe assigné à la naissance » ou « genre assigné à la naissance ». Cela explique également pourquoi les activistes antibinaires affirment maintenant qu'il est raisonnable que le sexe d'une personne soit finalement décidé selon un ressenti, c'est-à-dire l'identité de genre. Je veux dire, c'est sûr que si on parle d'un mot, un mot, c'est une construction sociale. Si on parle d'une réalité, le mot est une construction sociale, mais la réalité n'est pas une construction sociale. Tu sais, elle est là, elle existe. Tout est faux dans la notion de construction sociale de la binarité sexuelle. Voici 5 points qui expliquent pourquoi. 1. Il n'y a rien d'arbitraire dans les catégories mâles et femelles. Le sexe se définit en fonction du type de gamète produit par un individu. Il y a 2 types de gamètes. Un lié au sexe mâle, l'autre lié au sexe femelle. Ce concept est solidement ancré dans la réalité et dans la biologie. Il est invariable pour le million d'espèces à reproduction sexuée. 2e point. Dans le règne animal, la plupart des espèces ne vivent pas en société et elles sont composées de mâles et femelles. De plus, ces 2 catégories étaient présentes avant que notre espèce existe et qui sera là après notre disparition. Ainsi, les catégories mâles et femelles ne sont pas des constructions sociales, mais sont des catégories réelles et observables qui existent depuis très longtemps. 3e point. C'est en faussant la définition du sexe que les antibinaires sont parvenus à la notion que la binarité du sexe est une construction sociale. Or, la complexité de l'intersexuation et la variabilité des traits liés au développement du système reproducteur n'ont rien à voir avec la définition du sexe. Elles ne font qu'illustrer la variabilité développementale dans chacun des sexes. La définition du sexe doit être centrée sur sa fonction reproductive et sur l'asymétrie des gamètes produits. L'intersexuation et les traits du système reproducteur ne font qu'illustrer la variabilité développementale dans chacun des sexes. 4e point. Selon l'idéologie queer, les catégories mâles et femelles, ainsi que la science et la biologie qui les auraient définies, seraient des constructions sociales qui auraient été créées par les classes dominantes qui les auraient érigées en vérité. Ces classes dominantes, imbues de leur pouvoir, auraient imposé une façon de vivre et des normes sociales qui empêcheraient l'émancipation de tout un chacun en société, et plus particulièrement l'émancipation des minorités sexuelles et transgenres. Le sexe binaire serait un outil d'oppression. Or, d'un point de vue scientifique, peu importe notre perception historique ou actuelle de la société humaine, ou notre volonté d'obtenir une société plus égalitaire ou inclusive, on ne peut pas remettre en question une réalité observable en nature telle que la binarité du sexe. Similairement, peu importe les raisons qui font que des illuminés croient que la Terre est plate, la rondeur de la Terre, qui est une réalité observable, ne peut pas être mise en question. 5e point. Chez l'humain, le sexe est défini par la taille des gamètes et il est déterminé à la suite de l'union des chromosomes sexuels lors de la fécondation dans la première cellule d'un être vivant, c'est-à-dire le zygote. Il n'est pas assigné, mais il est constaté à la naissance. Et il y a seulement 2 possibilités, mâle ou femelle. De plus, nos professionnels de la santé sont en mesure de l'identifier correctement dans 99,98% des cas. En cas d'organes sexuels externes ambigus, c'est-à-dire dans le cas du 0,02% des cas, d'autres marqueurs sexuels rentrent en jeu. Je pense ici
aux chromosomes et aux organes génitaux internes. Alors, ces marqueurs auront vite fait de permettre une identification correcte de l'un des deux sexes. Nul besoin d'une notion subjective et immatérielle du genre pour ce faire. Si c'est par souci d'inclusion des personnes transgenres ou dites intersexuées que des professionnels de la santé disent qu'ils assignent le sexe à la naissance, ils deviennent alors les complices d'une déconstruction idéologique injustifiée de l'identifier en sexe dans nos sociétés. Ce déni de réalité, en plus de miner leur crédibilité professionnelle, n'est pas nécessaire à la reconnaissance des droits des minorités et ne sert que les ambitions politiques d'activistes en mal de déconstruction des normes de nos sociétés. 30 ans que j'ai enseigné la science, jamais dans un livre scientifique j'ai lu à quelque part que le sexe était un continuum ou que le sexe était une construction sociale. Ça vient pas de la science, ce terme-là. Les activistes antibinaires sont à l'œuvre dans nos gouvernements. Un exemple flagrant et inquiétant se trouve dans la composante éducation sexuelle du nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise que nous avons brièvement discuté dans la première vidéo de cette série. La définition du sexe qu'on utilise est un bel exemple de cette pseudo-science antibinaire. Le sexe est une catégorie sociale qui répartit la population entre femmes et hommes à partir de caractéristiques physiologiques. Tout est faux dans cette définition et elle n'a pas sa place dans nos écoles. Voici pourquoi. Premièrement, on réussit l'exploit peu banal de définir le sexe sans mentionner la reproduction. Aucun lien n'est fait avec la fonction reproductive et on évite ainsi de parler de binarité et de gamètes. Deuxièmement, la définition fait référence à un amalgame non spécifié de traits physiologiques. Or, la mention de ces traits vise simplement à promouvoir leur variabilité pour accentuer l'idée d'un continuum sexuel. Or, ces traits sont des conséquences ou le résultat du sexe. Ils ne le définissent pas. On confond sciemment cause et effet à des fins idéologiques. Troisièmement, on ignore le million d'autres espèces qui se reproduisent sexuellement. L'anthropocentrisme est flagrant puisque les termes hommes et femmes sont utilisés. Ce chauvinisme biologique par notre espèce n'a pas sa place en science et n'est pas une valeur que l'on veut transmettre dans nos écoles. Finalement, on indique que le sexe serait une catégorie sociale. Ce faisant, les utilisations des termes hommes et femmes laissent sous-entendre que ces catégories seraient arbitraires, ce qui est faux, car le terme sexe binaire n'est pas une construction sociale, mais décrit une réalité observable qui existe depuis 1 milliard d'années. C'est important que on enseigne à nos enfants la réalité et non pas des concepts qui sont associés avec des idéologies. Alors donc, le sexe, c'est une réalité, c'est binaire, faut le dire, faut l'enseigner, faut en être fier, puis faut le célébrer. Alors donc, c'est ça. Mais c'est ça qu'on fait pas dans les écoles actuellement. Dans le cadre de la reproduction sexuée, le mot « sexe » est indissociable du mot « binaire ». Il y a toujours 2 sexes, mâle et femelle. Ils sont représentés par un petit gamète ou un gros gamète. Chaque gamète fournit 50% de l'information génétique du nouvel individu. Le sexe est donc le point de départ de la formation d'un mâle. Alors, chez l'humain, on va parler d'un garçon ou d'un homme, ou d'une femelle. Encore ici, chez l'humain, on va parler d'une fille ou d'une femme. Alors, cet individu aura le potentiel, éventuellement, de produire l'un ou l'autre type de gamète. On a une espèce de cycle. L'explication de cette définition doit mettre en évidence la nature des 2 gamètes et leur rôle dans la fécondation. Ainsi, il doit être noté que la différence de taille des gamètes est la source des différences génétiques, physiologiques, morphologiques que l'on observe dans les systèmes reproducteurs des espèces sexuées, incluant chez l'humain. Et que cette différence de taille
est le résultat d'un long processus évolutif qui prédate de plusieurs centaines de millions d'années l'existence de notre propre espèce. Chez le sexe mâle, le système reproducteur a évolué vers une spécialisation dans la formation, le transport et l'évacuation de nombreux petits gamètes pauvres en nutriments, mais souvent très mobiles, et qui sont ultimement à la recherche d'un ovule. D'autre part, chez le sexe femelle, le système reproducteur a évolué vers une spécialisation dans la formation, la maturation et le transport de gros ovules. Ceux-ci sont peu ou pas mobiles, mais sont riches en nutriments et seront ultimement fécondés par un spermatozoïde. Sans cette spécialisation binaire des fonctions reproductrices, il n'y aurait pas eu évolution des mâles et femelles tels qu'on les voit aujourd'hui.